La vie nous donne la force d'avancer. Faut pas regretter le passé, même s'il y a des choses compliquées. Faut croire en ses rêves et pas lâcher. Je regarde devant moi et je vois toute ma vie défiler. C'est aujourd'hui que... Patrick Talon, bonne arrivée. Voilà, bonsoir Carlos, c'est un plaisir de me retrouver sur ton plateau. Voilà, c'est une joie de partager ce micro avec toi ce soir. Alors comment je vais? Je crois que c'est toujours une grâce de se réveiller tous les matins. Moi, je parle du petit miracle de l'existence. Alors comment je vais? Je vais comme la grâce le désire. Ça veut dire que j'ai du sourire malgré la météo qui n'est pas toujours très bonne. En 2025, je crois que Patrick Talon n'a pas inventé la mondialisation, Patrick Talon n'a pas inventé le mouvement des peuples à travers la planète. Je crois que je suis d'abord un citoyen du monde parce qu'aujourd'hui, quelles que soient tes origines, je crois qu'on a un label qu'on doit porter, celui de citoyen du monde. Et maintenant, je peux dire que je suis résident en France avec des origines du Cameroun. Donc, comment je me présente? C'est d'abord comme citoyen du monde. Et sur le plan professionnel, parce qu'on a plusieurs identités, je me positionne comme un consultant expert sur les problématiques du handicap. Et comme vous l'avez bien présenté tout à l'heure dans l'affiche. Alors, je suis théologien, il faut bien préciser, je suis ce qu'on appelle un théologien pluraliste. J'ai été formé à l'Université catholique de Lille. Et en ce qui concerne la santé du pape, je crois que la première chose qu'on peut déjà retenir, c'est que Dieu s'est fait homme. Il faut jamais oublier la dimension de l'incarnation, ça veut dire que Dieu s'est fait homme, il a pris la nature humaine. Et le pape en tant qu'être humain, c'est tout à fait normal que le corps physique puisse être souffrant parce que, bien évidemment, c'est un corps qui mérite aussi d'être repris, d'être soigné. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'Église? C'est plutôt au niveau de la gouvernance. Est-ce que la santé du pape fragilise la gouvernance au sein de l'Église? Non, parce que c'est une gouvernance qui s'est faite dans ce qu'on appelle une collégialité entre l'ensemble des cardinaux et l'ensemble des évêques à travers ce qu'on appelle les diocèses particuliers. Donc à ce niveau, il n'y a pas de risque de rupture dans l'enseignement de l'Église, même si la santé du pape étant fragile peut toujours nous surprendre et qu'on ne soit pas surpris si cette santé s'améliore, ce serait une bonne chose. Et si elle ne s'améliore pas, ça aussi il n'y a pas à paniquer parce qu'il s'agit des serviteurs inutiles dans la vigne de Dieu. On reste donc en prière. On reste en prière et on continue à aller à l'hôpital. Parce que la prière c'est bien, mais le pape il va à l'hôpital parce que lui-même il reconnaît que Dieu a donné la grâce et la magie de la guérison aussi à des médecins. Et je crois que vous l'avez bien constaté depuis un certain temps, le pape est en fauteuil roulant. Autrement dit, Dieu lui-même est en situation de handicap. Alors, j'ai une multitude de casquettes, ça je le reconnais. Si vous me demandez où je prends la force pour pouvoir gérer un agenda aussi surchargé que le mien, je ne saurais pas vous le dire. J'essaie d'une chose, j'ai la détermination et j'ai l'envie. Effectivement, on ne peut pas travailler tout seul. Il faut travailler en impliquant un maximum de personnes, surtout dans un domaine comme le handicap qui mérite d'avoir des personnes qui sont formées. Sur le Cameroun et sur la France, sur le plan associatif, je travaille avec une équipe avec laquelle nous élaborons un agenda, une planification et chacun prend ses responsabilités. Sur le plan intellectuel, je suis toujours en train de travailler et ceci ne m'empêche pas également sur le plan sportif d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine pour pouvoir m'entraîner. Disons que je trouve toujours du temps pour chacune des choses sans m'exploser en prenant surtout plaisir parce que ça ne vaut pas la peine d'avoir un gros agenda si on ne prend pas plaisir et si on n'est pas heureux dans cet agenda. Donc, je ne travaille pas seul, j'ai une équipe qui m'accompagne autant au Cameroun qu'en France. Alors, j'ai jamais quitté le Cameroun.
D'accord. Disons que tout simplement que pour des raisons professionnelles, pour les raisons de formation, j'ai fait le choix de déposer mes valises et de pouvoir m'installer sur la France. N'oubliez pas, en entame de cette émission, j'ai bien dit, je suis citoyen du monde. Et en tant que citoyen du monde, aujourd'hui, on peut avoir plusieurs lieux de résidence, même si sur le plan fiscal, c'est en France que je paye mes impôts. Ceci n'empêche pas que sur le Cameroun, je suis au maximum possible au cours de l'année. J'y vais au maximum parce que j'ai bien sûr une résidence secondaire sur place à Bafoussam et à Douala. Donc, mais la question c'est de savoir pourquoi la France, pas le Canada. J'aurais pu être au Canada, j'aurais pu être aux États-Unis. Voilà, je crois que la France ne démentirait pas que elle avait enseigné à nos parents que nos ancêtres étaient gaulois. Donc ça veut dire que si hier nos parents sont venus en bateau, aujourd'hui c'est tout à fait normal que nous revenons en France parce que la France c'est bien une partie. C'est une partie de chez nous. Donc je reviens tout simplement à la maison. Et il y avait de la famille sur place. Sur le plan universitaire également, je pouvais développer un certain nombre de plateformes de travail à la fois sur le plan du handicap, mais également dans une approche pastorale et théologique telle que vous l'avez souligné. Donc la France est un choix naturel parce que, comme je le dis, à la fois on a la double culture, hein, qu'elle soit française et camerounaise. Et donc, du coup, les deux sont des amours de notre cœur que nous allons défendre, qu'importe les circonstances et qu'importe les lieux. Donc, voilà. Donc, je navigue entre la France et le Cameroun depuis plus d'une dizaine d'années. Mon handicap ne m'empêche pas de pouvoir être épanoui parce qu'il faut jamais oublier quelque chose. Le premier handicap, c'est notre incapacité à voir l'humain en face de nous. Le deuxième handicap, c'est notre incapacité à nous aimer nous-mêmes. Et le troisième handicap, à la question que vous posez, qu'est-ce que je ne peux pas faire? C'est déjà de ne pas être capable de reconnaître qu'on a tous des limites. Patrick, il a des limites. Il est sur un fauteuil roulant, mais il a des limites comme plein d'autres personnes ont des limites. Il y a des personnes sur le plan conjugal, ça ne va pas bien, donc ils ont un handicap affectif. Il y a des personnes financièrement qui ne peuvent pas s'acheter un bout de pain, donc ils ont un handicap financier. Alors, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je ne peux pas faire des choses tout simplement que je n'ai pas envie de faire et je ne peux pas faire des choses dont peut-être je n'ai pas le droit de faire. Donc, je n'ai pas le droit de faire. Mais sinon, je ne me donne pas de limite. La seule limite, c'est ce qui ne m'appartient pas. Oui, vous pouvez taper sur Internet l'île Paris en fauteuil roulant, vous allez le voir, c'est un exploit que j'ai fait avec un ami qui s'appelle Victor Mahon, qui a l'équipe de France de rugby fauteuil. Alors c'est un projet assez fou qui est d'abord parti du Cameroun. L'idée c'était de pouvoir faire le triangle de la mort, donc Douala à Yaoundé, Yaoundé Bafoussam et Bafoussam Douala en fauteuil roulant pour sensibiliser parce que le nombre de décès qu'on a sur ce route c'est assez incroyable. Donc pour des problèmes techniques, pour des problèmes de sécurité, nous n'avons pas pu le faire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a donc choisi de reporter la première partie du projet sur la France où nous avons choisi à l'approche des Jeux paralympiques parce qu'on voyait les Jeux paralympiques venir, mais en même temps parce qu'il y avait la Coupe internationale de rugby, on a choisi donc de sensibiliser sur le regard porté sur les personnes en situation de handicap, d'encourager les personnes en situation de handicap à pratiquer du sport et surtout de valoriser aussi une dimension écologique, ça veut dire que rouler sur des pistes cyclables et de montrer qu'on peut justement aller de Lille à Paris en marchant ou en utilisant un vélo. Donc c'est un projet qui nous a demandé de faire une moyenne de 25 km par jour, donc ce qui faisait que il fallait puiser, on n'avait pas de fauteuil électrique, hein, c'était du manuel, donc il fallait ramer avec les mains pour pouvoir y arriver. Et avec Victor, on a réussi à relever ce pari et nous prévoyons pour 2026 le Tour de France, le tout premier Tour de France en fauteuil roulant et ça va se faire pratiquement sur 1 à 2 mois. Donc voilà.
Alors, le projet est porté d'abord par l'association Palirum, qui est l'association que j'ai créée en France en 2012 pour s'occuper des personnes en situation de handicap. C'est porté également, on a été accompagné par notre club de rugby parce que je suis joueur de rugby. Ouais, Donc, ouais. voilà, je pratique également du développé couché. Donc, on a été accompagné par nos clubs et d'autres associations partenaires qui ont décidé de rejoindre le projet pour pouvoir nous accompagner, tels que des jeunes du centre de Liévin avec Daniel, qui sont des personnes qui nous ont accompagnés énormément sur ce projet-là. Alors, il faut le dire, et je me positionne aujourd'hui, j'ai dit, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une double culture. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Et on ne peut pas oublier ses origines. Nous travaillons en France pour améliorer les conditions. Nous apportons la richesse de notre diversité. Et on ne peut pas oublier le continent sur lequel nous sommes nés. Première chose. Deuxième chose, parlant du handicap en Afrique, il faut retenir trois choses. Déjà, sur un aspect global, l'Union africaine, à travers le protocole de Maputo, a par exemple initié en 2018 la décennie des personnes en situation de handicap pour essayer de faire bouger les choses. Ça, c'est sur le plan de l'Union africaine. Il faut savoir que il y a pratiquement 1 milliard de personnes en situation de handicap dans le monde et particulièrement au Cameroun, on a une prévalence de presque 10% de la population, soit pratiquement 2 millions de personnes en situation de handicap. La dernière loi qui a été votée au Cameroun pour les personnes en situation de handicap, c'est la loi de 2010 dont le décret d'application est sorti en 2018. Alors, quel regard porter sur le handicap en Afrique? C'est un regard assez mitigé. Mitigé pourquoi? Parce que on va voir des organisations qui sont encore dans une sorte d'approche de la charité où on essaye de pouvoir donner un t-shirt, on essaie de donner un bout de pain aux personnes en situation de handicap. Pour moi, ça ne correspond pas aux valeurs humanitaires de 2025. De l'autre côté également, on va avoir un gros problème culturel parce qu'en fonction de la région d'Afrique où vous vous trouvez, le handicap n'est pas accueilli de la même manière. En Afrique australe et par exemple au nord Cameroun, il y a des personnes en situation de handicap qui sont encore tuées parce qu'ils sont albinos. C'est quand même assez gravissime. Dans le centre-sud Cameroun, on a encore des personnes en situation de handicap en train de mendier. Il faut donc savoir qu'il y a donc une double tension, ça veut dire celle donc de la société et celle des gouvernants. Et de l'autre côté, il y a un autre problème, c'est les personnes en situation de handicap qui sont déjà les plus pauvres parmi les pauvres, qui n'ont pas accès suffisamment aux moyens pour pouvoir être autonomes, ce qui fait qu'ils sont obligés encore de se résumer à la mendicité. Donc, la situation, c'est une ambivalence entre des lois qui semblent être adaptées, même malheureusement qui manquent véritablement des décrets d'application et d'implémentation sur le terrain. Donc voilà un peu le regard qu'on peut porter, c'est vraiment un regard ambivalent, mais ce n'est pas une matière à désespérer parce que voilà, il y a pas mal d'associations qui travaillent sur le terrain. Il faut dire bravo à ces associations. Pas mal de personnes en situation de handicap qui disent voilà, on ne va pas rester dans la mendicité, on va travailler pour notre dignité. Voilà, il y a pas mal d'artistes qui s'engagent, comme Tala André-Marie qui s'engage, qui montre que le handicap n'est pas une limitation qui empêche d'être épanoui. La dernière chose, si vous permettez de rappeler, c'est qu'il y a aussi une dimension religieuse et traditionnelle qu'il faut tenir compte. Par exemple, vous allez voir par exemple dans le nord Cameroun, à cause d'un pilier de l'islam qu'on appelle la zakat, ça veut dire l'hormone qui doit être donnée, sachant que l'hormone participe à la purification de l'individu et à son élévation vers le ciel. Alors on va voir que tout autour des mosquées, il y a des personnes en situation de handicap qui viennent mendier. Ils viennent chercher cette charité parce qu'en même temps, celui qui donne, il se purifie et ça l'aide. Et en même temps, celui qui reçoit, il a de quoi manger. Alors quand vous dites à cette personne que venez, on va vous apprendre à travailler, il te dit mais non, pourquoi? Parce que au pied de la mosquée, on va tout me remettre. On me donne déjà, pourquoi faire des efforts? Donc, ils ne prennent pas en compte la question de leur dignité. Et ça, il faut travailler ces stéréotypes et ce n'est pas aussi parfois évident. Et parfois aussi, il faut reconnaître qu'entre personnes en situation de handicap, il y a des batailles parce que le gouverneur ou bien le ministre a remis un 2500 et on sait ce que ça peut créer sur le plan psychologique. Je n'en dirai pas plus, mais c'est un peu ça.
Alors, là, mon agenda est saturé complètement jusqu'en début 2025, comme j'ai dit. À l'heure présente, qu'est-ce qui m'occupe? Je suis en train d'échanger avec toi. Donc ça m'occupe. Il a fallu Oui, bloquer ça dans mon agenda. Entre-temps, oui. là, je suis en train de réfléchir parce qu'avec l'Institut catholique des Jésuites, l'ITCJ à Abidjan, nous sommes en train de vouloir lancer des formations adaptées pour des personnes en situation de handicap en Afrique parce qu'il n'y a pas de formation. Là, je suis en train de boucler la création en ligne d'une académie pour le handicap qui va être déployée sur Douala pour pouvoir former des nouveaux acteurs, pour pouvoir également travailler avec les ressources humaines d'un certain nombre d'entreprises, pour pouvoir travailler sur l'inclusion et l'employabilité des personnes en situation de handicap. Donc ça m'occupe pas mal. Et là aussi, il y a la salle de sport parce que je prépare le championnat de France. J'ai envie de dépasser mon ancien record qui était à 95 kilos dans ma catégorie master les légendes. Donc voilà, plus de 46 ans, plus de 45 ans, moins de 80 kilos. Donc ça, je prépare actuellement et je peux vous dire que tout ça, ça occupe énormément mes journées. Oui, disons que moi, je fais partie sur le plan universitaire en ce qui concerne la définition conceptuelle. Là, on va essayer de monter un peu le niveau. Ouais, Dans l'approche conceptuelle du handicap, je fais partie de ceux qui partent sur le principe que le mot hand in cap, dont la main dans le sac, c'est ça un peu la définition de l'anglais, c'est hand in cap. Parce qu'au départ, il fallait mettre une sorte d'équilibre dans la course des chevaux, donc il fallait tirer au sort pour équilibrer un peu les joueurs. On aura l'occasion de faire une émission spéciale sur ça. Mais ouais, ici, ce qu'il faut comprendre, quand je parle du handicap, je fais souvent ce qu'on appelle une extrapolation parce qu'à la base, le mot hand in cap n'avait pas une dimension péjorative. C'est véritablement autour des années 45, 50, 70 que cette dimension de la limitation va véritablement apparaître. Mais à la base, handicap, ce n'est pas pour dévaloriser la personne, c'est plutôt pour équilibrer les chances. Donc, quand je parle du handicap ici, bien évidemment, c'est tout ce qui est limitation et qui va impliquer une déficience à la fois moteur, visuelle, physique, psychique, polyhandicap, plurihandicap. Quand je parle de formation, c'est former des nouveaux acteurs. Ça veut dire sur le plan politique pour rédiger des nouveaux politiques publiques en faveur des situations de handicap. Ah, et je précise très bien, chez moi, Patrick, il y a quelque chose qui est très important. Quand il s'agit d'aborder le handicap, particulièrement en Afrique et au Cameroun, il ne s'agit pas de faire des lois uniquement pour les personnes en situation de handicap, mais il s'agit de faire des véritables lois d'égalité sociale pour l'ensemble de la population. Parce que les personnes en situation de handicap ne sont qu'une catégorie des personnes vulnérables dans la société. Donc, le but, ce n'est pas de faire une loi où la personne en situation de handicap va être au-dessus des autres. Il s'agit de la justice sociale qui voudrait d'abord une égalité pour l'ensemble des citoyens avant maintenant de mettre en place les particularités liées au handicap. Donc, c'est de ça qu'il est question. Maintenant, quand j'opère donc cette extrapolation sémantique et conceptuelle et que j'évoque la dimension financière, affective et autres, c'est pour faire comprendre tout simplement qu'on doit sortir du schéma de la stigmatisation à la question qui avait été posée. Patrick, de quoi es-tu capable? Je me considère d'abord comme un être capable, mais capable autrement. Je ne ferai pas les mêmes choses que Carlos. Carlos va se lever le matin, il va marcher, mais moi, je vais me lever le matin, je vais rouler. Voilà. Donc, je veux me déplacer. Ce qui est sûr, il y a mouvement, il y a déplacement. ouais, Il s'agit ouais. d'adaptation de l'environnement pour me donner la possibilité d'être autonome. Il faut le reconnaître. En France, la France vient de voter, vient de fêter le 11 février dernier la loi sur l'égalité des chances et la participation sociale, qui est la loi du 11 février 2005. C'est la dernière grande réforme qu'il y a eu dans le système français, sachant qu'avant cela, entre 74 et 75, il y a eu les deux premières lois qui étaient dites les lois d'intégration. Le Et au Cameroun? Cameroun Au Cameroun, en 2010, on a voté, l'Assemblée nationale a voté une nouvelle loi qui prévoyait par exemple une allocation personnes handicapées pour des personnes malheureusement avec un taux de validité supérieur à 80% ou à 90%, ce qui
n'est pas mal dans le contexte camerounais. La loi a été votée. Mais déjà, il faut noter que le décret d'application de cette loi est sorti en 2018. Sachant qu'au Cameroun, lorsque vous avez une carte d'invalidité, vous êtes censé avoir une réduction équivalente à votre niveau d'invalidité, à votre pourcentage. Mais rares sont les hôpitaux publics qui appliquent cela. Sachant qu'au Cameroun, si vous avez une carte de personne en situation de handicap, vos enfants, par exemple, ne doivent pas payer l'école dans les établissements publics. Vous ne devez pas, par exemple, payer l'intégralité d'un billet de train entre Douala et Yaoundé, mais l'application n'est pas toujours mise en place. Donc, disons qu'on a une première vague d'outils qui existent avec des associations, avec le ministère des Affaires sociales, avec des ONG, mais on ne va pas jusqu'au bout. Voilà. Déjà parce que les moyens financiers, il n'y en a pas beaucoup qui sont mis. Il faut des moyens financiers. Déjà parce que ceux qui sont formés pour prendre en compte le handicap sont dans une approche encore paternaliste. Ça veut dire que c'est une approche qui ne veut pas faire avec la personne en situation de handicap pour la société et pour la personne en situation de handicap, mais on veut faire pour la personne avec un handicap. On ne l'intègre pas suffisamment dans les décisions qui sont prises. Je prends encore un exemple très bête. Par exemple, il y a les élections présidentielles qui arrivent au Cameroun en 2025 avec une fédération de personnes en situation de handicap. Il avait été dit, par exemple, qu'il faut, par exemple, proposer des projets de loi aux différents partis politiques qui se présentent à l'Assemblée nationale, qui se présentent au présidentiel, pour qu'ils intègrent la problématique du handicap dans les projets présidentiels. Ce qui est bien, ce qui est louable. J'ai juste dit par exemple à ce groupe en disant, parce qu'ils disaient, ils vont vendre leur proposition à ce qu'ils estiment un meilleur candidat. Je dis non. Si vous le faites, ça veut dire que finalement, vous êtes dans le commerce des voix. Il ne s'agit pas de faire une commerce de voix, mais il s'agit que désormais, celui qui est président du Cameroun, qui puisse voter des lois, j'ai précisé bien, pas uniquement pour les personnes en situation de handicap, mais pour l'ensemble de la population, première chose. Ensuite, voter maintenant dans cet ensemble des particularités, par exemple pour les femmes enceintes, pour les personnes âgées, pour des jeunes en difficulté mineure, par exemple comme ceux qu'on rencontre au boulevard Kennedy, ou bien des jeunes qui se retrouvent par exemple là-bas à la gare voyageurs, donc pour qu'ils soient pris en compte. Et ceci passe par une réforme de la sécurité sociale du Cameroun qui ne doit plus se limiter seulement aux fonctionnaires, mais qui doit être suffisamment généralisée. Un exemple, Carlos, pour que vous puissiez mieux comprendre, un fauteuil roulant comme celui que vous avez vu avec que je roule, il coûte plus de 3500 €. Donc ça veut dire qu'on est pratiquement dans 2 millions un fauteuil dans un contexte camerounais où le STIMIC c'est 50 000 le mois. Alors comment voulez-vous qu'une personne en situation de handicap puisse... Il y a un peu moins de 50 000. Ben, disons qu'on essaie d'embellir un peu puisqu'ils avaient dit qu'ils avaient augmenté. Donc, alors comment voulez-vous? Je vous prends un exemple, par exemple, on appelle, il faut mettre un péniflex pour quelqu'un qui a un handicap moteur comme moi. Un péniflex coûte 5 000, entre 3 000 et 5 000 à la pharmacie. Il faut mettre un par jour, 30 jours. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse le mettre? C'est pour ça que la majorité en Afrique, plus de 80% des blessés médulaires qui sortent des accidents de la route entre le triangle Douala-Yaoundé meurent au bout de 3 ans à cause des escarres, arrêts cardiaques ou bien des infections pour la simple raison qu'ils ne peuvent pas s'offrir des couches pour se soigner. Alors là, tu mets le doigt sur quelque chose de magique, effectivement. Depuis pratiquement 5 ou 10 ans, il y a eu un plan qui a été mis en place pour que l'ensemble des bureaux administratifs du Cameroun soient accessibles aux personnes en situation de handicap. Le ministère de l'Habitat a travaillé sur ce projet avec le ministère des Affaires sociales, mais déjà, la collaboration entre les différentes institutions administratives fait que le projet n'est pas allé plus que ça. Si vous arrivez au Cameroun, vous avez une voiture pour personnes en situation de handicap, vous n'aurez pas de parking pour vous garer par exemple, parce que ce n'est pas prévu au sens où les initiatives récupèrent ce que la loi a dit. Donc oui, c'est une vérité. Première chose, il y a déjà un premier socle juridique. Même si c'est insuffisant, il faut le reconnaître. Deuxième chose maintenant, il y a l'interprétation de cette loi et la mise en pratique qui crée également problème. Sans compter qu'il ne faut pas se mentir,
le handicap est aussi un bon fonds d'enrichissement et de détournement de fonds publics. Et ça, il faut aussi avoir le courage de le dire. On va marquer une pause. Du 29 au 31 août 2025, rejoignez-nous à Atlantic City dans le New Jersey pour la All Bar Milwaukee Convention North America, un événement unique qui réunit les meilleurs acteurs du monde des affaires et de l'investissement. Atlantic City, destination idéale pour un séjour d'affaires, offre un cadre exceptionnel entre plage, hôtel luxueux et environnement propice aux opportunités. C'est ici que les affaires prennent une nouvelle dimension. Pour cette édition spéciale du All Bar Milwaukee Convention North America, une plateforme idéale sera offerte aux entrepreneurs, investisseurs et visionnaires. Une occasion unique de rencontrer des partenaires stratégiques, d'élargir votre réseau et d'explorer de nouvelles opportunités sur le marché camerounais. Découvrez comment les investissements peuvent transformer l'économie camerounaise. Que vous soyez un investisseur en herbe ou un acteur aguerri, cette convention vous donne accès à un marché en pleine expansion, une économie dynamique et un peuple prêt à innover. All Bar Milwaukee Convention, rencontres d'affaires, symposium, séances barbecue, opportunités d'investissement, soirées culturelles et grandes soirées de gala. Tout ça à Atlantic City. Ne laissez pas passer cette opportunité unique. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et participez à All Bar Milwaukee Convention North America, New Jersey 2025 du 29 au 31 août. All Bar Milwaukee Convention. One people, one destiny. Alors, la première chose que je voudrais rappeler, c'est que le vin est très bon. Un bon vin rouge, bonne température, c'est très bien pour accompagner une bonne viande, bonne grillade. Ça, c'est bien. Ça, il faut pas hésiter. Mais il faut éviter d'abuser. Le problème avec l'alcool, c'est le problème de l'abus. Alors, Patrick, en ce qui me concerne, c'est quoi? J'ai une hygiène de vie très stricte. Voilà. Je bois rarement l'alcool. Exceptionnellement, je peux accompagner un repas avec un verre rouge, ça peut arriver pour favoriser la digestion. Je ne fume pas, voilà, je ne fume pas, j'ai 46 ans, je ne fume pas, j'ai jamais fumé, c'est un choix. Maintenant, en ce qui concerne le cœur, je dis, l'amour c'est quelque chose qui échappe à toute rationalité, ça il faut le dire. Je vis un célibat avec beaucoup de joie, je suis très épanoui, j'ai adopté plein d'enfants dont je m'en occupe au sein de mon association, mais également dans ma vie au quotidien. Et je peux dire que j'ai les sœurs les plus magnifiques du monde. J'ai Lydie François qui a rejoint Dieu, qui est une dame magnifique avec qui j'avais monté des projets sur le Cameroun avec sa double culture française et camerounaise également, qui sont autant de personnes merveilleuses autour de moi avec qui nous avons bâti des choses. Et je peux vous dire, avec ça, je ne vois pas le temps passer et je suis quelqu'un d'hyper épanoui parce que j'ai une nouvelle dose d'amour et de bisous qui vient d'eux. Ah non, je peux vous rassurer que je peux faire des choses qui dépassent l'entendement d'un gars qui est valide. C'est bien dit là. Donc, C'est un choix, finalement. c'est un choix. Il faut justement assumer son choix. De la même manière, Carlos, je peux t'appeler demain, toi qui étais un animateur hors pair, qui accompagnait beaucoup de cérémonies sur le plan marital. Demain, je peux t'appeler en te disant, Carlos, je veux que tu t'occupes de mon mariage. Tout est possible. Les portes sont ouvertes. Mais il faut comprendre en ce qui concerne la sexualité des personnes en situation de handicap. C'est très important. Je suis content parce que vous posez la question. Tout dépend de ce qu'on appelle le niveau de handicap ou de lésion. En fonction de votre handicap, la sexualité se vit différemment. Elle n'est pas forcément un rapport sexuel au sens de pénétration, mais elle est dans le jeu
que de la rencontre. Elle est dans ce que Gary Chapman appelle les 5 langages de l'amour. Ça veut dire ce sont des cadeaux, ce sont des moments privilégiés et c'est tout ça qui fait véritablement la beauté. Mais il y a encore un élément plus important, c'est véritablement la question du bonheur et le sens de la vie. Donc la sexualité n'est qu'un élément du sens de la vie et il faut arriver à s'épanouir et je peux vous dire que je suis très épanoui sur le plan de la sexualité parce que la sexualité, elle commence déjà dès le moment où nos parents se sont rencontrés et qu'il y a eu la différenciation entre mâle et femelle et ça continue avec la barbe qui sort actuellement chez moi, elle blanchit, ça continue avec la voix qu'elle change, ça continue avec l'andropause chez les garçons comme la ménopause chez les filles. Donc, à ce niveau-là, je peux vous dire que je suis très épanoui et que je n'envie pas du tout Francis Ngannou. Il doit faire de très très belles choses. J'admets ce que Eto'o fait. Et vous savez que ce soit Eboalotine, on sait très bien que c'était quelqu'un qui était très épanoui. Kotobas, ils étaient très... Talandré Marie, je laisse le dossier de Prince Aimé parce que son buzz a quand même fait 1 milliard. On va passer à autre chose. Sacré, sacré. 31 août 2005, je suis en train de partir de Douala pour Bafoussam. Je prends une voiture à Bonabéry parce qu'il n'y avait pas d'agence, il n'y avait pas de voiture ce jour, c'était la rentrée qui s'approchait. Le chauffeur fait un mauvais dépassement en 3e position à l'entrée de la ville de Bafan. Nous tombons dans le ravin, compression totale de ma moelle épinière. Je suis ramené à l'hôpital de Banca et le chirurgien, il dit ceci à mes parents. Si demain il est vivant, ramenez-le à Yaoundé. Le lendemain, j'étais encore vivant parce que mon pronostic vital était entamé et j'ai fait 9 jours avant d'être opéré. Et quand le 9e jour, j'ai été opéré, je le rappelle encore très bien, entrer au bloc opératoire à l'hôpital central de Yaoundé ou de Douala, quand on a une blessée médulaire, l'opération varie entre 1 million et 4 millions. Donc vous comprenez pourquoi beaucoup meurent parce qu'ils ne peuvent pas rassembler cet argent-là. Donc, entre 1 million et 4 millions pour pouvoir assurer le premier mois des soins et l'opération. Donc, je ressors de là et je deviens donc ce qu'on appelle un handicapé moteur. Ça veut dire que du nombril jusqu'à la plante des pieds, rien ne fonctionne plus normalement. Je dois m'asseoir sur un coussin, j'ai des violentes douleurs, j'ai des insomnies. Mais tout ceci n'a pas retiré ma joie de vivre. Avec ma famille, nous avons choisi de pardonner au chauffeur pour qu'il n'aille pas en prison parce que... c'était aussi un chemin de guérison pour nous. Mais en même temps, c'est qu'il y a quelque chose que je peux dire, c'est qu'il y a la grâce, pourquoi moi je suis vivant ou pas. Chaque jour sur la route Douala et Yaoundé, il y a des accidents parce que le chauffeur se comporte mal, parce que les usagers qui sommes nous, la population, nous acceptons, par exemple dans un bus de nuit qui va de Douala à Bafoussam, un bus de 70 places, vous trouvez 140 personnes, au moins de choc, il ne reste rien. Parce qu'également au niveau des pouvoirs publics, il y a des choses à faire sur des routes qui sont censées avoir une seule voiture, on a 10 voitures qui s'y collent. Donc les responsabilités sont à tous les niveaux et c'est pour ça que c'est l'ensemble de la population qui doit travailler à faire changer le regard sur les personnes en situation de handicap parce que si on parle beaucoup des morts de nos routes, il ne faut pas oublier qu'à côté de ces morts, il y a également ceux qui sont devenus en situation de handicap. Et je peux vous dire que leur sort n'est pas ce qu'il y a de meilleur. J'ai perdu beaucoup d'amis, énormément. Il y a des prêtres qui sont morts, il y a des ministres qui sont morts, il y a des directeurs de société. Alors il faut que ça change. La route tue encore au Cameroun et la route ne doit plus tuer. Les agences de transport, ils doivent prendre des mesures. La gendarmerie, on doit prendre des mesures. L'État, on doit prendre des mesures. C'est tout cela qui va participer à faire bouger les lignes. Je veux tirer sur personne, mais je suis convaincu que si ensemble on se met, on est capable de faire des belles choses. Voilà. Dans mon vécu, il n'a pas eu de mort. En chance ou malchance, nous étions 5. Les 4 autres passagers n'ont pas eu une seule blessure. Bien évidemment, on a dit que l'affaire, si ça ressemble à la sorcellerie, j'ai dit, qu'est-ce que j'en sais? Le Cameroun a à peine 10 neurochirurgiens, ça il faut pouvoir le dire. L'ensemble, nous sommes plus de 22 millions, 25 millions d'habitants. On a à peine 10 neurochirurgiens. Je ne parle pas de neurologues. En termes de neurochirurgie,
Ils sont centrés entre Douala et Yaoundé. Je ne sais pas si Bafoussam en a. Première chose, il y a énormément de blessés qui arrivent. Les pauvres ne peuvent pas opérer tout le monde à la fois. En ce qui concerne mon cas, la première responsabilité d'abord revient au chauffeur parce qu'il a tenté un déplacement en 3e position. Ça, sur le code de la route, c'est pas bien. La deuxième responsabilité revient au gouvernement. Pourquoi? Parce que l'état de la route entre Douala, Yaoundé et Bafang n'est pas ce qu'il y a de plus idéal. On peut faire mieux que ça. La troisième responsabilité, c'est que nos hôpitaux ne sont pas équipés, n'ont pas suffisamment de plateaux techniques pour pouvoir, par exemple, avoir des ambulances, pour pouvoir sortir des personnes, des gestes de premier secours. Ça, c'est aussi. La quatrième responsabilité, maintenant, il faut oser le dire également, c'est que dans un contexte comme le Cameroun, il faut que chacun d'entre nous puisse se sentir responsable. C'est tout. Voilà. J'ai écrit pratiquement une dizaine d'ouvrages. Je viens juste de lancer la première bande dessinée africaine complètement destinée au handicap, qui est un peu la résultance de mon ouvrage Ma force de vivre. On va commencer la promotion sur Yaoundé en avril prochain et après ça va être sur Abidjan. Et ensuite j'ai d'autres ouvrages tels que Ce que j'ai vu m'interroge, Handicapable. Tenez-nous au courant. Tenez-nous au courant dès que c'est lancé au mois d'avril. Ça, c'est promis. On va vous tenir au courant. Il y a un film autobiographique également qui sont sortis. Donc, c'est une dizaine d'ouvrages. Le dernier ouvrage autobiographique va sortir en novembre prochain lors de la Journée internationale des accidentés de la route, avec un film documentaire sur lequel on travaille. Et après, ça va être que des documents universitaires. Ça veut dire que des documents de recherche pour pouvoir soutenir des associations, pour pouvoir soutenir des chercheurs qui, par exemple, n'ont pas en Afrique suffisamment de documents pour pouvoir travailler sur les questions de handicap. Donc, il y a une demi-dizaine qui sont sortis en termes d'autobiographie, en termes d'histoire. Et là, le premier ouvrage qui est sorti sur le plan universitaire, c'est un ouvrage que j'ai fait sur la bienheureuse Marie Rivière qui était en situation de handicap au 19e siècle. Elle a transgressé toutes les limites qu'il y avait pendant la Révolution française pour aider les personnes en situation de handicap. Donc voilà un peu les différents ouvrages que vous pouvez trouver sur Internet tout simplement. Vous tapez mon nom et vous aurez la liste sur Amazon de l'ensemble de mes ouvrages. Ma force de vivre est traduit en 4 langues, anglais, français, allemand, italien et disponible sur Amazon. Alors, moi, je dirais ceci, il y a les élections présidentielles qui arrivent au Cameroun. La première chose, c'est que c'est quand même scandaleux. Je voudrais parler à chaque ministre du Cameroun, à chaque autorité qui a une responsabilité. Je ne veux pas dire monsieur le ministre, je ne veux pas dire madame la ministre, je ne veux pas dire madame le PDG. Je veux dire papa, maman, dis-moi ce que tu veux léguer à ton fils. Dis-moi ce que tu veux léguer à ton petit cousin au village. C'est ce Cameroun-là que tu veux léguer? Dis-moi, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. On a encore des enfants qui meurent dans le désert. Dis-moi, c'est ça que tu estimes être modèle? Dis-moi, papa, tu es ministre. Dis-moi, maman, tu es dans le gouvernement. Tous les jours, tu es à Paris, tu es à New York. Tu es à Chicago, tu dors dans des hôtels 5 étoiles. Et tous les jours, toi-même, tu viens et tu dis ceci. Waouh, Paris est magnifique. Paris a les roses. Paris a des beaux chemins. Paris a des hôpitaux. Ça ne te donne pas l'envie aussi de construire ces hôpitaux à la maison? Je t'appelle papa. Parce qu'en Afrique, il est strictement interdit à un enfant de manquer de respect à son aîné. Je voudrais te respecter et te poser la question, papa, c'est ça que tu veux laisser? Premier message au gouvernement. Deuxième message à la population. Dis-moi, toi qui es au Cameroun, y a-t-il une personne au Cameroun qui n'a pas un cousin en France, qui n'a pas un oncle aux États-Unis, qui n'a pas un cousin en Chine qui fait le commerce? Et ton cousin, il est propriétaire foncier à Paris. Ton cousin, il est directeur dans une entreprise à New York. Ton cousin, il est maire, il est député dans des villes du monde. Comment aujourd'hui, au 21e siècle, comment aujourd'hui là, tu es capable de dire que quelqu'un ne peut pas être président à cause du nom de son village? Comment tu peux expliquer cela? Comment tu peux expliquer qu'à Paris, à New York, des frères noirs sont chassés à cause de la couleur de peau? Et aujourd'hui, il revient sur le continent, il est chassé à cause de son village. Dis-moi, c'est ça que tu veux?
Regarde la géopolitique aujourd'hui. Regarde ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. C'est ça que tu veux? Alors c'est à toi que je pose. Quand tu iras dans l'une, je ne te demande pas de voter un village. Je te demande de voter un programme politique. Je te programme de voter une valeur pour que chaque jeune ait un emploi. Chaque jeune ait de quoi se soigner. Chaque parent retraité ait de quoi aller à l'hôpital. Je suis Patrick. J'ai le courage de le dire. Je sais qu'on nous a dit que désormais ceux qui prendront la parole risquent de se retrouver au CED ou bien se retrouver fessés. C'est normal, à un moment il faut choisir. Je suis en situation de handicap. Et en tant que personne en situation de handicap, je veux aussi prendre la parole pour dire, même les personnes en situation de handicap méritent de prendre la parole pour donner leur opinion. Notre but n'est pas de faire du Cameroun un pays d'insurrection. Nous refusons qu'il y ait des morts et qu'il y ait du sang qui coule. Parce que ce qui coule déjà avec Boko Haram, ce qui coule déjà avec le Nord-Ouest, ça fait mal. Moi particulièrement, je paye le logement d'une maman qui est déplacée des guerres du Mosso. Tous les mois, je paye. Parce que je n'ai pas pu supporter de la voir dormir en forêt. Je le parle avec mon handicap. Et je parle parce que le Cameroun, il est incrusté dans mon cœur. Oui, ça c'est mon message. Parce qu'il y a une dernière chose que je veux rappeler. C'est quand même scandaleux qu'un ministre, c'est quand même scandaleux qu'un fonctionnaire à lui seul possède 1 milliard de francs. 1 milliard est capable de construire 15 lycées. 1 milliard est capable de pouvoir faire une route pour sortir un village de l'enclavement. C'est quand même scandaleux. Dites-moi, est-ce que vous êtes capable de manger 1 milliard en entier? C'est impossible. Alors le pire handicap aujourd'hui au Cameroun, ce n'est plus ceux qui sont en train de mendier à Bonabéry ou à Bonapriso. C'est pas ça le pire handicap. Le pire handicap, c'est notre capacité à nous voir tous comme des Camerounais. Le pire handicap, c'est notre incapacité à nous voir comme des frères et des sœurs d'une même nation. Le pire handicap, c'est ceux-là qui n'arrivent pas à voir le Cameroun comme une nation. Le pire handicap, c'est celui-là qui a le courage de détourner 1 milliard, 2 milliards, juste pour sa gloire personnelle et qui a le culot de venir dire à la télé, alors nous allons recommencer, faites-moi confiance. Et la dernière chose, le Cameroun n'a plus de modèle pour les jeunes. Il faut se dire les vérités. Nous avons cru et nous croyons à plein de jeunes qui nous ont dit on va faire la politique autrement. Mais aujourd'hui, ils mangent, ils boivent, ils sont à l'aise et ils naguent les autres. C'est encore le plus décevant aujourd'hui au Cameroun parce que qu'est-ce qui se passe? Nous voyons des jeunes qui ont faim, qui n'ont pas de diplôme, qui sont les premiers à pouvoir se dire, entre guillemets, influenceurs, pour narguer d'autres jeunes Camerounais qui se sacrifient chaque jour depuis le désert pour pouvoir payer les médicaments du frère et de la sœur au pays. C'est scandaleux. C'est honteux. Tu es une gangrène. Tu es un cancer pour le monde. Tu es un cancer pour l'Afrique. Tu es un cancer pour le Cameroun. Et ça, on peut le dire. Notre vie, on s'en fout. On s'en fout. La vie, pour nous, n'a plus de sens aujourd'hui parce que le véritable sens de la vie, c'est de rendre les autres heureux. Martin Luther King l'avait dit clair et net, si vous ne pouvez pas mourir pour quelque chose, votre vie ne sert à rien. Et le plus dangereux, c'est ceux qui restent inconscients sans rien dire en disant qu'ils ne font pas la politique. Ben, la politique va vous faire. Ça, c'est clair et net. Je suis en situation de handicap. Alors j'ai le courage de le dire. Parce qu'il faut oser briser les tabous. Je suis un expert sur les questions de handicap. Je me suis formé. J'ai 3 masters à m'apporter. Je me prépare à pouvoir déposer mon dossier de thèse et de doctorat. Parce que je sais qu'on en a besoin. Je suis appelé en France pour travailler. Je suis appelé au Canada pour travailler. Je suis appelé en Allemagne pour travailler. Mais comment cette expertise ne peut pas retourner sur le continent? Même le blanc lui-même, il est dépassé aujourd'hui. La colonisation a tellement si bien marché qu'il n'a même plus besoin de faire des efforts pour pouvoir nous amener à nous autodétruire. Nous nous autodétruisons tout seuls. Ils sont dépassés, ils sont sidérés par la méchanceté que nous avons les uns envers les autres. Et pire encore, vous qui vous dites influenceurs camerounais, j'ai le culot, je sais que vous allez m'abattre avec toutes les flèches sur Internet. Je m'en fous à 90 degrés. Ça fait 10 ans que je vis sous oxygène. J'ai 12 appareils qui sont installés dans mon corps. Vous croyez que qu'est-ce qui va encore me faire peur? Rien ne peut me faire peur. Ça fait 10 ans que je suis assis sur le fauteuil. Et aux influenceurs là, chaque jour, qui détournaient cette jeunesse
parce que vous ne pensez qu'à vous et rien que vous, alors il y a une justice humaine, mais je reste convaincu, en respectant la laïcité de chacun, il y a une justice divine. Et on se retrouvera pour le banquet céleste un jour. Je ne peux point juger la brigade. Parce que la brigade, qu'importe le nom, appelez-la brigade, appelez-la bataillon, appelez-la comité, appelez-la association, ce sont des hommes et des femmes qui crient, qui disent enfin. Les moyens peuvent être illégaux dans la démarche, mais si on s'intéressait au fond au lieu de regarder la forme. Beaucoup d'entre eux sont partis du pays parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Aujourd'hui, vous célébrez Francis Ngannou. Mais sans Ngannou, s'il était mort dans le désert, je ne crois pas que vous l'aurez célébré. Vous célébrez Petit Pays aujourd'hui. Petit Pays, s'il avait été expulsé à l'époque de la France, vous ne l'aurez pas célébré de la même manière. Eto'o, vous le célébrez aujourd'hui. Mais Eto'o, s'il n'avait pas bataillé, parce qu'Eto'o a bataillé de lui-même pour être ce que vous ne l'aurez pas célébré. Alors, parmi ces gens, il y a des gars il y a des ingénieurs, il y a des docteurs qui ont fait des thèses, il y a des médecins qui ne demandent qu'à travailler. Maintenant, il ne faut pas confondre, il ne faut pas mélanger des brebis galeuses qui, pour des intérêts, entrent dans ces mouvements de revendication pour pouvoir créer du désordre. Ça, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre les problèmes entre individus. Alors, qu'est-ce que je pense de cela? Je pense tout ça juste qu'il s'agit des hommes et des femmes qui appartiennent à une nation et qui crient pour dire « Papa, j'ai faim. Papa, ça ne va pas. Papa, l'injustice, on en a marre. Ils ne peuvent pas voyager. Ils vont en Chine, on les demande de rentrer chez eux. Ils peuvent être en France, on leur dit, le Front National leur dit de rentrer chez eux. Et quand ils rentrent, on leur dit qu'ils n'ont pas le droit. Alors, qu'est-ce que je pense d'eux? C'est tout simplement des hommes et des femmes qui crient et qui disent que ça ne va pas. Et il faut qu'on écoute ce cri-là. Maintenant, en ce qui concerne les méthodes qui sont utilisées, on ne peut pas juger. Pourquoi? Parce qu'il y a trois choses qu'il faut prendre en compte. La première chose, Gandhi était le premier maître de la non-violence. Martin Luther King a récupéré le même combat de Gandhi avec une méthode de non-violence. Mais n'oubliez pas que Malcolm X, lui, il avait dit, écoutez, moi, si tu fais la violence, moi, je réagis par la violence. Maintenant, il faut redéfinir ce qu'on appelle par violence. Parce que dans la violence, elle peut être à la fois physique, elle peut être psychologique, elle peut être financière. Et en ce moment, on ne peut point juger parce que tout dépend maintenant de l'état de la santé mentale de l'individu et la situation de désarroi dans laquelle il se trouve. On a vu en France, par exemple, des chefs de famille, on a vu en France des mamans qui, parce qu'elles demandaient de l'assistance pour leurs enfants en situation de handicap et que le gouvernement n'avait pas réagi, ils ont choisi, par exemple, d'aller s'attacher sur une grue au-dessus d'un immeuble pour pouvoir crier le ras-le-bol. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de légitime qu'il faut écouter et c'est de cette manière qu'on peut construire un véritable vivre ensemble. Parce que je suis sûr et certain, la base n'appartient pas à une ethnie, mais il y a des individus, des enfants d'une nation qui ne demandent que à pouvoir avoir la chance de pouvoir dormir et de manger sans se retrouver dans la rue et le froid parce qu'il y a un potentiel fou sur le continent et ils veulent participer à faire bouger ces lignes. Voilà ce que je pense. À ce que vous pouvez me souhaiter, juste l'instant. Parce que pour moi, demain est trop loin. On vit tellement en pensant en demain qu'on a oublié d'apprécier l'instant. C'est une grâce de se réveiller tous les matins. On ne se réveille pas tous les matins parce que notre compte bancaire pèse 12 milliards. On ne se réveille pas tous les matins parce qu'on est beau. On ne se lève pas tous les matins parce qu'on est à New York ou à Chicago. On se lève demain parce que c'est la grâce. La question, qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Souhaitez-moi de prendre conscience que je me suis réveillé gratuitement et que je ne suis pas là parce que je suis là, parce que je suis fort, mais parce qu'il y a la grâce. D'autres personnes en situation de handicap aimeraient avoir les mêmes opportunités. Souhaitez-moi tout simplement de garder un cœur humble qui continue à servir, que mes associations continuent à soulager d'autres personnes. Souhaitez-moi juste cela. Et le reste, qu'est-ce que j'en sais? Je ne demande pas de vivre 200 ans. Je veux juste vivre l'intensité du moment. La grâce. C'est ça. Disons que je vais plutôt dire trois choses. La première chose, merci Carlos, parce que c'est depuis le Cameroun, depuis Douala, que tu t'es beaucoup investi dans la jeunesse.
Et parfois, tu parles des autres, mais on ne parle pas beaucoup de toi. Tu fais partie, tu as parlé de Carlos, tu as parlé tout à l'heure de Lazare. Là, voilà, Ben à Douala, vous faites partie de de ce grand mouvement des jeunes qui ont travaillé pour donner aux jeunes la grâce d'avoir des valeurs. Tu fais partie aussi de cela, il faut pouvoir le dire, de ces grands frères qui forcément, avec beaucoup de jeunes, ont toujours évité d'entrer dans le monde du buzz pour le buzz, de l'influenceur pour l'influenceur, en essayant de faire des travaux de fond. Donc, je me permets, excuse-moi de le dire, de pouvoir aujourd'hui le dire là en direct pour tous ceux qui se souviennent encore de toi, ce doigt-là. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tu cherches des figures de la diaspora qui peuvent partir à illuminer le continent. Je crois que c'est une manière de dire, chacun peut jouer un rôle. Moi, Carlos, je suis dans le monde audiovisuel, je peux donner la voix. Alors maintenant, ce que je peux dire en matière du handicap en Afrique, je voudrais inviter les gouvernements à prendre leurs responsabilités. Je voudrais dire particulièrement pour le Cameroun, pour celui qui va prendre la gouvernance, ou bien celui qui va rester, je n'en sais rien, n'oubliez pas ceux qui souffrent. N'oubliez pas cette jeunesse qui a besoin de repères et n'oubliez pas spécialement les personnes en situation de handicap. Je dirais aussi une chose aux personnes en situation de handicap. Bravo à toi qui te bats au quotidien, c'est bien. Mais bravo aussi à vous qui êtes en association. Et enfin, je le dirais à ceux qui n'ont pas l'habitude de se battre. Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais écoute, tu peux t'en sortir. C'est vrai qu'on nous a vendu l'illusion, on nous dit en Europe, tout ou rien. C'est vrai, il y a tellement d'opportunités. Et c'est pour ça que Carlos, toi et moi, on revient sur le continent parce qu'on est convaincu que l'expérience que nous avons ici, nous pouvons participer à faire bouger les lignes. Et en même temps, en tant que Camerounais, on ne doit pas avoir honte d'avoir 12 nationalités, 14 nationalités, parce que la mondialisation, elle est ouverte à tout le monde aujourd'hui et on doit être fier de l'endroit où on est, on doit respecter les valeurs là où on est et je crois que de cette manière, on pourra avoir un monde avec beaucoup plus de paix où l'arme atomique va complètement disparaître et que les enfants du monde pourront être heureux. Je suis Patrick Talon, je suis une personne en situation de handicap, mais je suis un gars qui roule, je suis heureux et rien ne va m'arrêter. Merci Carlos et du meilleur pour toi et du meilleur pour l'ensemble du Cameroun et surtout du meilleur pour l'ensemble du monde et bien évidemment pour la France. Je ne souhaite que le meilleur aussi. La vie nous donne la force d'avancer. Faut pas regretter le passé, même s'il y a des choses compliquées. Faut croire en ses rêves et pas lâcher. Je regarde devant.